l'Association des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures, en collaboration avec le Congrès mondial des jeunes et l'Université Laval, présente la conférence « L'avenir de la mondialisation » vue par les jeunes leaders du monde. Les invités à cette conférence sont Guillaume Lavoie, président de Mission Leadership Québec, Youmani Jérôme Lankwande, président de l'Allier, Arnaud Van Pret, président des étudiants libéraux de Belgique, Anna Harit, présidente du CIJEF de France. L'Allier vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup, Véronique. Bienvenue à tous. Ça fait grand plaisir d'être ici aujourd'hui, de revenir à mon alma mater. C'est ici que j'ai commencé mes études universitaires. Ça fait toujours plaisir de revenir à l'Université Laval. Remerciements aussi à l'Allier, l'Association des étudiants de deuxième cycle et troisième cycle, pour organiser en partenariat avec le Congrès mondial des jeunes cette activité-là. La mondialisation vue par les jeunes, c'est ce que je disais à Jérôme un peu plus tôt, c'est un thème tellement restrictif que je ne savais pas exactement comment on pourrait en parler. Et donc, tout ça pour dire que, d'une part, il n'y a rien de nouveau dans ce thème-là, quelque part, parce que c'est probablement la chose qui est la plus constante dans l'historique de l'humanité. C'est-à-dire des peuples qui tentent de se rapprocher par toutes sortes de manières, soit par des volontés politiques, soit par des besoins ou des affinités culturelles, soit par l'avancement de la technologie, ou soit par encore des besoins de développement du commerce ou de contrôle des ressources. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Par contre, ce qui est très intéressant aujourd'hui, avec des perspectives très différentes, avec les perspectives qui sont les nôtres, donc il n'y a pas de bonne réponse ici, de voir si on faisait un bilan d'où on est rendu, si on faisait une photographie de cette chose en mouvance constante qu'est la mondialisation, où en sommes-nous? Je vais partager avec vous d'abord, avant d'engager dans le débat, ce que j'appelle les grands paradoxes de la mondialisation. Et pour moi, en faisant ressortir ces paradoxes-là, c'est de faire, et c'est le point essentiel que je veux faire rapidement maintenant aujourd'hui, c'est de réaliser que la mondialisation, bien sûr, on peut en trouver un débat entre une thèse X et une thèse Y, entre pour et contre. Mais mon propos, c'est que l'un et l'autre font partie des enjeux constants de la mondialisation et que ce n'est pas un débat entre est-ce que c'est la thèse A ou B qui a raison, c'est que les deux sont fondamentalement partis au processus de la mondialisation et pour être capables de comprendre et d'apporter des solutions, il faut accepter que les deux visions soient parties au même concept et accepter qu'elles continueront toujours et toujours à en faire partie. 4 paradoxes à partager avec vous. D'abord, le paradoxe du pouvoir du citoyen. Par exemple, une des thèses de la mondialisation, c'est que le citoyen perd de plus en plus de pouvoir, notamment politique. On pense classiquement aux accords internationaux qui sont signés par les parlements nationaux et qui cèdent peu à peu, par grands bouts ou par petits bouts, des morceaux de leur souveraineté qui sont, eux, sous le contrôle direct de leurs citoyens. Par exemple, dans le contexte nord-américain, lorsque les provinces canadiennes et le gouvernement fédéral canadien signent l'ALENA, eh bien, ils cèdent un morceau de leur souveraineté parlementaire sur la juridiction du commerce extérieur, par exemple, les taxes, les tarifs, etc. C'est quelque chose de très concret dans la vie des gens, qui a des impacts directs sur les emplois et la manière dont ça va être géré ici. Donc, une des thèses, c'est de dire que le citoyen, par la mondialisation, perd de plus en plus de pouvoir à cette espèce de grande chose sans visage, probablement méchante, qu'est la mondialisation. Le paradoxe de ça, c'est de dire qu'au contraire, la mondialisation donne de plus en plus de pouvoir, pas nécessairement aux citoyens, mais à l'individu. L'individu, par les accords commerciaux, par le rapprochement de l'actualité, l'accès à l'information, l'accès aux technologies, a de plus en plus de pouvoir lorsqu'il fait des choix de consommateurs. Je vais vous donner quelques exemples. D'abord en Europe, 60 à 70%, dépendamment, des lois des États membres de l'Union européenne, la très souveraine France ou à la limite l'Italie ou l'Allemagne, la très puissante Allemagne, 60 à 70% des lois qui régissent ces citoyens-là émanent pas de leurs parlements nationaux, mais des institutions européennes, qui sont théoriquement beaucoup plus loin démocratiquement parlant que leurs parlements nationaux. Même chose au Québec avec les accords de l'ALENA dont je parlais tout à l'heure. Par contre,
La monnaie unique leur donne beaucoup plus de pouvoir en capacité de choix. Vous pouvez voyager partout. Vous ne pouvez plus être discriminé comme travailleur. Il y a une seule classe de travailleurs, il y a des travailleurs européens, il y a une seule classe d'employeurs, des travailleurs européens, des employeurs européens. Donc, vos opportunités comme individu sont multipliées énormément. Votre capacité de faire des choix, lorsque vous achetez des billets d'avion, par exemple, ne sont plus nécessairement contrôlés par un gouvernement quelconque. Je vais vous donner un autre exemple qui peut-être va vous toucher plus. Lorsque vous allez dans les dépanneurs un peu partout au Québec et vous achetez de la bière, vous pouvez acheter une sélection complète de bières canadiennes, de bières américaines, de bières européennes, de bières étrangères. C'est relativement nouveau chez nous. Avant, le gouvernement, probablement en pensant qu'il était un bon père de famille, avait décidé que les bières canadiennes pouvaient être vendues partout dans les dépanneurs au Québec. Il y en a 24 000 points de vente à travers le Québec. Mais les bières étrangères, elles, seulement dans les sociétés des alcools du Québec, un organisme contrôlé par le gouvernement. Et il y a 800 points de vente au Québec. Par les accords internationaux, on a fait sauter le monopole gouvernemental et aujourd'hui, le citoyen, le consommateur, a accès à beaucoup plus de produits un peu partout sur le territoire. On a plus de pouvoir à l'individu. Un deuxième paradoxe encore plus intéressant selon moi est celui des paradoxes des droits collectifs. Par exemple, la mondialisation, c'est d'être encore plus ouvert vers le monde, de plus ouvert vers l'autre. On peut voyager partout. Tout le monde peut suivre la campagne américaine avec Obama et la présidence. De plus en plus, on voit que les valeurs générales de démocratie se popularisent un peu partout. L'information circule beaucoup plus vite. Tout le monde sait qui Harry Potter est, ou encore, malheureusement, Paris Hilton. Ce genre de choses-là nous rapproche collectivement un l'autre. On lit les mêmes nouvelles, on suit les mêmes téléromans, on écoute les mêmes films, on danse aux mêmes chansons. Peu importe où vous êtes sur la planète, ou à peu près. Beaucoup plus qu'avant, en tout cas. Pourtant, alors qu'on semble être de plus en plus être membre de cette espèce de grande citoyenneté globale, mondiale, qui se ressemble avec une généralisation des valeurs, le paradoxe de ça est qu'en même temps, il y a une préoccupation grandissante pour un certain protectionnisme, ou à tout le moins, certaines fois fermeture, mais à tout le moins un protectionnisme au niveau de protection de la langue, protection de la culture, protection de l'identité. Comment peut-on devenir à la fois un peu plus tous pareils et à la fois protéger un peu plus qui nous sommes individuellement? Il y a un grand comique québécois qui s'appelle Yvon Deschamps, qui est un génie de la critique sociale, qui disait finalement, c'est tout seul qu'on est le plus nombreux. Et c'est un peu ce genre de paradoxe-là que vous avez ici. Quelques exemples là-dessus, par exemple, le Québec et la langue. Il est très clair pour moi que le français est la langue commune de tous les Québécois. Par contre, c'est une thèse qui existe de plus en plus. C'est une thèse qui meurt de plus en plus, d'ailleurs. Comment est-ce qu'on fait pour assurer que le français est la langue commune des Québécois, mais d'être réaliste et de dire qu'il faut absolument que tout le monde parle anglais? Parce que l'anglais, ce n'est pas nécessairement la langue de l'autre au Canada, c'est l'espéranto moderne. Donc, comment protéger sa langue et accepter de parler 1, 2, 3, 4 autres langues? Un autre exemple, l'identité. Et là-dessus, l'Union européenne nous a donné un exemple fascinant. Parce qu'il y avait deux thèses essentiellement. La première thèse était, et c'est celle qui meurt à mon avis, que les identités sont mutuellement exclusives. Vous êtes soit l'un, soit l'autre, soit français, soit allemand, soit italien, soit européen. Et Dieu, grand débat ici, soit québécois, soit canadien. C'est une thèse qui tend à mourir de plus en plus parce qu'on a réalisé, avec l'exemple extraordinaire de l'Union européenne, que les identités n'ont pas tendent à se remplacer, mais à se superposer. Et ce qui est merveilleux là-dedans, c'est la grande complexité, se superposer à des degrés et des hiérarchies qui varient d'un individu à l'autre. Et probablement que la meilleure expression de ça pour le contexte québécois a été repris par un politicien qui revient dans le contexte canadien, qui s'appelle Michael Ignatieff, qui a dit « Pour moi, ma définition des identités québécoises et canadiennes, c'est qu'un citoyen puisse être québécois et canadien, c'est sa thèse à lui, citoyen puisse être québécois et canadien dans l'ordre qu'il préfère. » Voilà donc un paradoxe intéressant à creuser. Troisième chose, dans cette série qui découle de ce paradoxe avec les droits collectifs, la culture. Tout est local. Lorsque la culture se globalise, je disais qu'on écoute les mêmes films, qu'on écoute les mêmes chansons. Pourtant, vous avez des vedettes locales qui vont émerger dans des marchés culturels très précis. Et l'entreprise, ceux qui réussissent le mieux, copient ce modèle-là. Le slogan de la plus grande banque du monde, la HSBC,
C'est The World's Local Bank, la banque mondiale locale. McDonald's est un autre exemple. C'est le même brand, le même grand M, le même Big Mac partout dans le monde. Mais dans chaque McDonald's, vous avez quelque chose de local. Au Québec, vous avez de la poutine chez McDonald's. Vous n'avez pas ça à Londres. Vous n'avez pas de bière au McDonald's ici, par exemple. Comment être mondial et à la fois local? Un autre paradoxe, comment je fais pour le temps? Oui? Un autre paradoxe, c'est la mondialisation, c'est où? Je ne pose même pas la question c'est qui, mais c'est où? Et les gens nous voient souvent la mondialisation, c'est soit ailleurs ou soit ici. C'est ailleurs quand on voyage, quand on apprend d'autres langues, quand on regarde les nouvelles, puis qu'on regarde la situation, les droits de l'homme en Chine, par exemple, ou la situation de la pauvreté en Afrique, ou encore des agressions pures et simples comme en Géorgie ces temps-ci. C'est le travail des enfants en Asie. C'est le cheap labor au Mexique, en Amérique du Sud. C'est la guerre ailleurs. C'est toujours ailleurs. Et la mondialisation, c'est ici, surtout lorsque ça va mal. On délocalise de plus en plus. Nos entreprises ferment ici parce que ça coûte trop cher. On délocalise. Nos ressources passent de plus en plus dans des mains étrangères. Pourtant, si c'est ailleurs et ici, c'est le même ailleurs. Parce qu'on ne peut pas d'un côté se plaindre, s'indigner, s'offusquer du taux de chômage grandissant en Asie, de la pauvreté en Afrique, et en même temps maudire le fait qu'une usine ferme ici, parce que fort probablement que l'usine qui ferme ici ouvre là-bas. Et je ne suis pas en train de dire que c'est bien qu'une usine ferme à déshabiller Pierre pour habiller Paul, mais on ne peut pas être à la fois avec les deux. Quelqu'un vous dirait qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et la sourire de la commise. Et c'est ça qui est vraiment l'enjeu. Il y a aussi des hypocrisies dont il faut sortir, notamment sur le cheap labor et sur l'environnement. Deux enjeux qu'on considère absolument mondiaux, les conditions des travailleurs et l'environnement, notamment avec Kyoto. Comment est-ce qu'on peut accepter qu'il y ait des enfants qui travaillent et des gens qui travaillent à des salaires que nous, on considère de crève-faim dans des pays en Asie ou en Afrique, alors que c'est exactement comme ça que l'Europe et l'Amérique s'est construite? Comment est-ce qu'on peut accepter qu'on veut interdire l'utilisation de technologies polluantes aux autres pays, parce que maintenant, nous, on est rendu à un niveau de confort, de technologie beaucoup plus avancé, alors que c'est exactement comme ça que nous, on a créé cette immense richesse que l'on a. Cette apparente justice d'un salaire minimum pour tous, fixé bien évidemment à un tarif qui correspond au tarif que ce qu'on paye ici, ce n'est pas nécessairement la grande justice, parce que si demain matin, il y a un salaire minimum de 8 $ de l'heure partout sur la planète, vous allez mettre à peu près la moitié de la planète au chômage. C'est un grand paradoxe, encore une fois. Dernier paradoxe que je veux partager avec vous, il y en a évidemment plusieurs, mais c'est celui des opportunités, et c'est là où je pense qu'il y a une connexion encore plus vive avec le fait d'être jeune aujourd'hui. D'ailleurs, sur le fait d'être jeune aujourd'hui, la mondialisation, les gens se plaignent souvent que, vous savez, avant on était jeune, jusqu'à 18, 20 ans, on commençait à travailler et ça y allait. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on dit moins, c'est que quelqu'un né 7 minutes, aujourd'hui, là, un nouveau-né, a 50% des chances d'être centenaire. Donc, s'il y a plus de chances d'être vieux plus longtemps, ça devrait être correct d'être aussi jeune plus longtemps. Mais sur le fait des opportunités, la mondialisation a probablement créé une grande démocratisation des opportunités. Même si vous venez du petit village, vous avez accès, par les programmes, par l'information notamment, maintenant, beaucoup plus accès à l'éducation, beaucoup plus accès à la formation, à l'information, au mouvement. Il vous est possible de vous former et de vous-même vous déplacer vers des plus grands centres, vers des emplois, des plus grandes opportunités, de partir du petit village pour aller à la petite ville, de la petite ville à la grande ville, de la grande ville à la métropole, et finalement finir avec les plus grandes entreprises dans les plus grandes villes, là vous allez voir les plus grandes opportunités à New York, à Londres, etc. La mondialisation a créé des autoroutes pour les petits endroits, les petites communautés, vers les grands centres. Ça, ce sont les opportunités que vous et moi avons de plus en plus avec l'évolution de la mondialisation. Par contre, où sont l'autoroute, ou à tout le moins le chemin chaotique qui part de la grande ville, de la grande université, de la grande entreprise, vers la petite localité, la petite région, la petite ville d'où vous venez? Des gens qui sont encore là, des gens qui vivent là toujours. Il y a plein de routes qui vous amènent d'un petit village jusqu'à New York. Il y a peu de routes qui vous ramènent de New York pour aller faire une contribution dans un petit village, dans un plus petit pays, dans un pays moins riche.
comment est-ce qu'on peut profiter de toutes ces opportunités-là et s'assurer de faire comme dans la parabole des talents, si vous avez reçu plus, de redonner plus. Un autre paradoxe qui sied beaucoup plus à la génération actuelle qu'à celle de nos prédécesseurs. Je conclus là-dessus. L'avenir pour la mondialisation et les jeunes, ce sera certainement de reconnaître l'existence de ces paradoxes-là et probablement de faire une cassure avec ce qu'on a toujours considéré comme étant la marque de commerce de la jeunesse, cette attitude machinéenne, tout est blanc ou tout est noir. Il faudra comprendre que foncièrement, il faudra jouer avec un équilibre toujours hésitant, avec des paradoxes qui sont en contradiction, mais qui sont comme les rails d'un chemin de fer, seront toujours partis de la même voie qui va vers l'avant. On ne peut pas faire seulement avec un ou seulement avec l'autre. Donc, c'est un peu ce qui nous attend tous, cette capacité de gestion de l'équilibre dans les paradoxes de la mondialisation. Merci. Alors, je dois dire que ce n'est pas toujours facile de venir en deuxième position après une présentation aussi efficace et limpide. Mais je vais donc vous permettre d'aller dans le vif du sujet en vous épargnant les grandes théories et les grandes définitions parce que, comme je le disais à mes collègues, c'est facile de voir toutes les grandes théories de la mondialisation sur google.com. Alors, on va aller sur le vif du sujet. Bien entendu, la mondialisation, c'est la manifestation du changement, c'est la manifestation du mouvement au quotidien. Et moi, je définis toujours la mondialisation à travers les fast-foods. Et je dis, la mondialisation, c'est le fast world, le monde va vite. Et pour illustrer ce monde qui va vite, je prends toujours l'exemple des entreprises de la Silicon Valley, en Californie. Les entrepreneurs aiment dire que la compétition est tellement rude, le monde va tellement vite, qu'il y a un adage ou un conte qu'ils aiment dire, qui est que chaque matin, quand le lion se réveille, il faut qu'il s'assure qu'au lendemain, il soit vivant. Et pour qu'il soit vivant, il faut qu'il puisse courir plus vite que le moins rapide des gazelles pour pouvoir la rattraper et manger. Et de même, la gazelle, quand elle se couche le soir, elle sait que si demain elle veut rester vivante, il faut qu'elle puisse courir plus vite que le plus rapide des lions. Sinon, elle va servir de petit déjeuner à quelques fauves. Voilà l'illustration de ce monde qui va vite, où la compétition est très vite, où il faut gagner. Et si vous ne gagnez pas, vous mourrez. Alors, comment les pays africains peuvent participer à cette compétition? Comment on peut comparer une entreprise de la Silicon Valley à une petite entreprise locale au Burkina Faso? Ça, c'est la question de la mondialisation. Comment on peut gérer le système de la sécurité mondiale quand il y a tout un continent qui n'a pas de représentation au Conseil de sécurité? Ça, c'est une manifestation du monde en changement. Un monde en changement où on a besoin de se faire entendre au lieu de décisions. Parce que les décisions vont vite, ça s'applique vite et les conséquences viennent vite. Alors, la mondialisation, elle est bien évidemment d'abord économique parce qu'au début, c'est d'abord l'intégration de toutes les économies. Et cette intégration des économies, bien sûr, a ouvert beaucoup d'opportunités. Ces opportunités ont été brillamment citées par mon ami Guillaume. Désormais, bien sûr, tout le monde a la possibilité de participer à cette compétition, bien que je le précise, cette compétition est, je ne dirais pas inéquitable, mais elle ne peut pas se tenir. Même dans l'arène, on ne peut pas comparer des poids lourds et des poids légers. La compétition ne peut pas se tenir. Et bien sûr, ces opportunités, beaucoup de pays en développement les ont saisies. Et quand vous partez en Afrique, vous allez voir des développements phénoménaux dans les infrastructures et dans le système bancaire, dans la téléphonie mobile. Et le développement de la téléphonie mobile, par exemple, est plus visible en Afrique qu'ici. Quand j'appelle mes amis en Afrique, ils ont les derniers cellulaires alors que nous ne les avons pas ici d'abord. Quel paradoxe. Alors, donc, c'est dire que, bien sûr, la mondialisation profite aux économies africaines d'une façon ou d'une autre. Mais cette autre réalité est que les paysans ne contrôlent plus leur production. Désormais, ce sont les grandes multinationales qui leur disent quoi produire. Ils ne maîtrisent plus le prix de la matière première. Ils ne l'ont d'ailleurs jamais maîtrisé. Et cette mondialisation est encore vue comme la même routine.
c'est l'exploitation des ressources naturelles qui intéresse toutes les multinationales qui viennent. C'est l'idée qu'ont les Africains. Et c'est tout à fait normal, parce que le système n'a pas changé. Ils ont du coton, mais les chemises sont produites en Chine. C'est ça le problème. Et la plus-value se trouve dans la chemise et non pas dans le coton. C'est là le problème. Et cette mondialisation est aussi culturelle. Elle est culturelle, et ce côté, on ne voit pas d'abord les impacts du point de vue gagnant-perdant. C'est peut-être gagnant-gagnant parce que quand on utilise bien du côté culturel, facilement on peut se faire sa place. Mais il n'empêche que les jeunes Africains que nous sommes, il y a des moments où on a besoin de se faire reconnaître dans certaines instances à travers notre identité culturelle. Et c'est là la question. Est-ce que nous sommes à mesure d'être reconnus comme des Africains à travers notre manière de vivre? Actuellement, cette possibilité est hypothéquée dans la mesure où les jeunes ne peuvent plus se fier à la tradition parce qu'ils sont envahis par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et mieux encore, dès l'enfance, la télévision et l'Internet remplacent les parents pour l'éducation. Quel est l'avenir de cette culture où c'est la télévision et l'Internet qui éduquent les enfants? La mondialisation, c'est encore le fast world, je reviens là-dessus, parce que très vite, quand vous partez dans les grandes villes en Afrique, vous voyez que ce sont les murs de béton qui remplacent les forêts d'arbres, parce qu'il y a Walmart qui s'installe, parce qu'il y a, je sais pas, il y a Microsoft qui veut faire un grand centre de formation ou un grand centre de production. Quand vous partez en Inde, vous pouvez le remarquer. Alors donc, c'est dire qu'en ce moment, la question fondamentale est de savoir comment orienter cette mondialisation. Vous savez autant que moi qu'il y a plus de riches que de pauvres, ça tout le monde le sait. Mais est-ce que la minorité de riches peut-il continuer dans cette opulence si la majorité de la population de la planète reste au bord du chemin? Et la réponse est toute simple. Si la majorité n'est pas à mesure de se prendre en charge, la minorité ne pourra pas vivre en paix. Voilà pourquoi il y a beaucoup de jeunes du Sud qui échouent dans des embarcations de fortune chaque matin. Et ils vont continuer à venir. Comment résoudre ce problème quand on sait que la majorité des Africains, la majorité des pays en développement n'ont même pas le minimum pour se prendre en charge au quotidien, alors qu'on leur demande de participer à cette compétition? Et je m'en vais vers l'avenir de cette mondialisation telle que vue par les jeunes Africains. Je m'exprime en tant que jeune Africain pour vous permettre de mieux comprendre cette réalité. Bien sûr, je suis étudiant au Canada, mais je reste attaché à beaucoup de valeurs africaines et je veux véritablement remplacer ces jeunes Africains. Alors, comment voyons-nous l'avenir de cette mondialisation? Je dis que l'avenir de cette mondialisation ne peut être vu que dans une perspective de mondialisation inclusive. Il faut inclure ceux qui n'ont pas les moyens de participer à ce fast world. Et pour les permettre de participer, il n'y a rien d'autre, il faut d'abord revoir le commerce. La structure du commerce international est biaisée, dans la mesure où d'abord ceux qui prennent les décisions, ce n'est pas à ces derniers que ça s'applique. Et ça, c'est un problème fondamental. Ceux qui produisent n'ont pas la maîtrise de leur production. Ils produisent désormais ce qu'ils ne consomment pas. Et cela les met dans une situation d'insécurité alimentaire. Actuellement, nous venons de traverser, je ne sais même pas si on l'a encore traversé, une crise alimentaire mondiale. Et vous avez vu les émeutes de la faim. Ça illustre très bien à quel point le déséquilibre est flagrant. Et pour qu'il y ait cette mondialisation inclusive, je dirais qu'il faut revoir aussi les structures de coopération internationale et de développement. À quoi servent les aides que l'Union européenne donne aux pays en développement? À quoi servent les aides que l'ACDI donne aux pays en développement? Qui bénéficie de ces aides? La question est toute posée. Alors, je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails, mais si nous voulons parvenir à une mondialisation où tout le monde trouve sa place, où tout le monde a son mot à dire, c'est-à-dire qu'il faut, il faut réinventer cette mondialisation dans ses structures de base, c'est-à-dire économiquement, politiquement, socialement. Je ne sais pas, le temps 2-3 minutes. Alors, donc, je m'en vais conclure au niveau toujours de l'avenir de la mondialisation pour dire que
si nous voulons une mondialisation inclusive, il faut ouvrir les marchés pour les pays du Sud. Il faut leur permettre d'abord d'avoir le juste prix de leur production. Il faut promouvoir la coopération internationale. Il faut veiller à ce que la mondialisation des économies des sociétés repose sur une mondialisation des communautés. Il faut définir de manière plus large nos devoirs envers tous les habitants du village mondial. Et enfin, il faut faire en sorte que la mondialisation bénéficie à tous, économiquement, politiquement et socialement. Je vous remercie. Merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'Allier pour l'invitation qui est faite aujourd'hui. Et je dois dire que parler de la mondialisation devant vous, devant des jeunes issus, dans le cadre de ce congrès mondial de différentes régions du globe, de différentes cultures, eh bien, c'est probablement l'un des meilleurs lieux, l'un des meilleurs auditoires qui peut être donné à des intervenants pour parler de mondialisation. Je dois vous dire que moi, je connais assez bien la position en tout cas des étudiants, peut-être moins ici au Québec, mais la mondialisation fait énormément débat chez les jeunes en Europe, bien évidemment, et les jeunes sont fortement critiques par rapport à celle-ci, et probablement qu'il y a beaucoup d'a priori qui sont véhiculés par rapport à la mondialisation. Alors, il est vrai que mon discours tend plus à expliquer ou à essayer de mettre en avant les avantages que l'on peut en retirer. Alors, c'est un discours que j'ai qui ne plaît pas forcément à tout le monde, mais je suis libéral et je suis convaincu qu'on est dans un train et qu'il faut pouvoir rentrer dedans, corriger les éventuelles dérives que ce mécanisme mondial rencontre, bien évidemment, comme tu l'as souligné. Alors, pour moi, la mondialisation, je pense qu'effectivement, ce n'est pas ou blanc ou noir. Elle est économique, mais elle n'est pas uniquement économique. On parle beaucoup, et les détracteurs de la mondialisation aiment à s'attaquer à cet aspect-là du problème, et pourtant, la mondialisation, c'est beaucoup plus pour moi. Pour moi, la mondialisation, c'est une expression qui doit sûrement exister ici, c'est « le monde est un village ». C'est pouvoir, à une plus grande échelle, développer des rencontres, développer des positionnements politiques qui visent à rencontrer les enjeux de demain en matière d'environnement, en matière alimentaire, par rapport à la situation que rencontre aujourd'hui l'Afrique. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux et qu'on est beaucoup plus fort. En Belgique, on dit l'union fait la force. Eh bien, la mondialisation, c'est aussi ça, c'est s'attaquer tous ensemble à ce genre de questions, de problématiques. Alors, je vous dirais que pour moi, la mondialisation, elle a un objectif, et je le dirais en tant que libéral, c'est de rendre le monde plus prospère, plus libre surtout, et plus démocratique. Alors, n'en déplaise à beaucoup de personnes en Europe, je pense que c'est le courant politique libéral, le libéralisme économique et politique qui est peut-être le principal instrument de cette mondialisation. Et je pense qu'il y a d'importants objectifs que le courant libéral peut rencontrer. Alors, quand je parle de courant libéral, je ne veux pas forcément parler des partis libéraux qui s'en réclament. Je ferai d'emblée un tri. Je pense qu'à ce niveau-là, j'ai une vision qui est personnelle. Mais on a pour but, je pense, quand on est jeunes libéraux et qu'on défend cet objectif-là, de défendre une existence plus large de la liberté d'entreprendre, surtout. Et cette liberté d'entreprendre, elle doit pouvoir s'exercer au-delà des frontières. C'est quelque chose qui est important. Et pour moi, pour l'instant, on a un gros problème qui est celui de l'Afrique, où on a cette liberté d'entreprendre qui est handicapée par la situation économique du continent. Et j'aimerais vous parler un peu de la position de ma région, de l'Europe en tant que telle. J'entends les critiques qui sont faites et je pense qu'elles sont peut-être fondées partiellement. Mais je vous dirais que le but de l'Union européenne, qui est quand même une petite mondialisation en tant que telle, il faut savoir que c'est avec la construction européenne, plusieurs États se sont mis ensemble avec d'importants effets bénéfiques pour les pays, pour les citoyens européens. Tout d'abord, on a eu des acquis sociaux qui se sont développés dans la plupart des pays qui n'avaient pas forcément des standards tels qu'ils l'ont aujourd'hui. On a eu des acquis sociaux qui se sont développés dans la plupart des pays qui n'avaient pas forcément des standards tels qu'ils l'ont aujourd'hui. On a eu des acquis sociaux qui se sont développés dans la plupart des pays qui n'avaient pas forcément des standards tels qu'ils l'ont aujourd'hui. On
On a permis d'avoir des marchés beaucoup plus grands, une monnaie unique. On a permis aux gens de circuler beaucoup plus facilement dans l'Union européenne. Ça, c'est une étape importante de l'Union européenne. Maintenant, on est vraiment dans une nouvelle phase qui est très importante pour les régions qui entourent l'Europe. C'est d'aller au-delà de cette frontière européenne. C'est de rejeter l'idée d'une forteresse européenne telle qu'on le dit souvent. Et c'est l'ouverture vers la Méditerranée. Si vous avez un peu suivi l'actualité avec la présidence de l'Union européenne française, c'est l'un des gros enjeux. C'est pouvoir aller vers les populations qui entourent l'Europe, qui sont dans le pourtour méditerranéen, premièrement, et de pouvoir établir des alliances, qu'elles soient culturelles, mais essentiellement aussi économiques, un peu une sorte de win-win qui pourra profiter aux régions du pourtour méditerranéen. Je pense que c'est important et en tant que jeunes, on essaie de participer à cette rencontre des cultures que l'Europe amorce aujourd'hui. Mais l'enjeu pour moi n'est pas là. L'enjeu du siècle qui vient, c'est celui de l'Afrique le reste de l'Afrique plus centrale. Et je pense que l'Union européenne a une politique qui n'est pas forcément comprise par l'ensemble des acteurs africains, qui est de dire, on ne souhaite pas être un bailleur de fonds de l'Afrique. La mondialisation, c'est pas ça. La mondialisation, c'est effectivement pouvoir dire aux gens, vous devez avoir la liberté d'entreprendre, la liberté de vivre de manière correcte, la liberté de pouvoir faire des échanges commerciaux, de pouvoir avoir un juste prix, une juste rémunération par rapport au travail que vous effectuez, de pouvoir avoir un statut égal par rapport à d'autres pays sur base justement des rapports économiques, ce qui n'est pas forcément le cas maintenant, mais au préalable, et peut-être que l'un découle de l'autre et ils sont très fortement liés, la mondialisation c'est aussi celle des idées, c'est aussi celle des libertés, c'est de dire que un homme doit être libre partout dans le globe. Et l'Union européenne, en appui à sa coopération de développement, essaie de développer beaucoup des initiatives qui visent à renforcer une société civile critique, responsable, visent à aider les pays africains de manière non paternaliste, même si je pense que parfois on s'y prend un peu mal, à créer des espaces de liberté plus importants, avec un plus grand dialogue déjà au sein même des pays de l'Afrique. Je pense que c'est important et c'est peut-être là que le bas blesse actuellement, c'est qu'il y a vraiment une difficulté d'entente entre l'Union européenne et certains pays d'Afrique et on arrive bien évidemment à des problématiques importantes à ce niveau-là. Tu en parlais tantôt, l'exploitation de l'Afrique, elle est rencontrée, mais elle est aussi la responsabilité je le dirais, je tempère un peu mes propos, mais de certains dirigeants africains qui ne sont pas forcément en phase avec la population africaine. Et je pense que là, l'intérêt des populations n'est pas toujours respecté. Je pense par exemple au Congo, où, parce qu'il faut de l'argent actuellement pour pouvoir développer les infrastructures, on vend des concessions entières de ressources naturelles à des pays ou à des régions d'Europe qui n'ont pas cette volonté de commercialiser avec l'Afrique, mais pas uniquement pour faire de l'argent, mais également pour que l'Afrique puisse être beaucoup plus puissante politiquement et qu'elle puisse être un espace de démocratie beaucoup plus important. Donc ça, je pense que c'est un enjeu de l'Europe. Il est plus compliqué que tout simplement être un bailleur de fonds, mais je pense que c'est nécessaire de ne pas uniquement être derrière pour soutenir financièrement. Il faut arriver à moyen terme, le plus rapidement possible, à ce que l'Afrique devienne un équivalent à l'Union européenne, aux autres régions du globe, pour que dans la mondialisation économique, il y ait un équilibre qui s'établisse et qu'il n'y ait pas une exploitation de l'Afrique, un risque d'exploitation de l'Afrique de la part des pays qui ont actuellement une puissance économique importante. Donc, en tant que libéral, on pense, et je pense personnellement, que c'est important. Il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que la mondialisation économique, et également celle des idées, celle des libertés. Et je pense qu'un homme à Bruxelles, un homme à Kinshasa, un homme à Québec doit avoir les mêmes possibilités de s'exprimer, d'entreprendre et de participer au monde globalisé tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors c'est bien évidemment pas évident parce que le train est en marche, on le dit. Est-ce qu'il faut arrêter la mondialisation ?
ou est-ce qu'il faut la poursuivre? Moi, à titre personnel, je pense que l'arrêter, ce ne sera plus possible. Je pense qu'en tant que jeunesse, il faut être vigilant sur la manière dont elle fonctionne aujourd'hui. On est jeunes, on est les futurs, et on l'a souvent répété lors de ce congrès, on est la génération qui décide déjà aujourd'hui et qui décidera demain. On doit être capable de déceler les déviances de la mondialisation, les effets pervers, et il faut rester critique par rapport à celle-ci. Je pense qu'on peut adapter, qu'on peut changer, qu'on peut appeler à ce qu'il y ait des organismes politiques mondiaux qui fonctionnent différemment parce que il y a une certaine dominance de certaines régions du globe. C'est vrai, comme tu l'as dit tantôt, mais je pense qu'en tant que jeune, il faut pouvoir accepter la mondialisation non telle qu'elle est, mais sur son existence, sur son importance au niveau mondial. Et il faut accepter de vouloir y prendre part. Et c'est pour moi quelque chose de très important. Et j'essaie de faire passer cette idée auprès des jeunes en Belgique ou en Europe, étant donné qu'au niveau des jeunes libéraux, on a pas mal de rencontres à ce sujet-là. J'aimerais dire que les jeunes peuvent pleinement profiter de cette mondialisation. Et l'exemple du congrès aujourd'hui en est un bel exemple. C'est de dire il ne faut pas rester enfermé dans ses frontières. Il faut décloisonner le monde, il faut décloisonner la jeunesse en tant que telle. Il faut permettre les rencontres entre les jeunes. Et je pense qu'au niveau de nos États, il faut, et elle va de pair avec la mondialisation économique, pouvoir encourager des mécanismes de migration plus honorables, j'ai envie de dire, que ceux qui existent maintenant. Je pense que c'est important que l'on puisse circuler dans le monde et qu'en tant que jeune, on n'ait pas de barrières physiques, politiques, qui s'opposent à nous. Alors, en Europe, on développe beaucoup les échanges nord-sud. On a également un énorme réseau d'échanges entre étudiants qu'on appelle Erasmus, qui a été mis en place. Il existe également des partenariats d'échange avec d'autres jeunesses. Je pense que c'est une clé en plus pour montrer le bénéfice d'un monde globalisé, c'est de développer ces échanges fortement entre les jeunes. Il y a à peu près 4 millions de jeunes en Europe qui profitent d'échanges ou en tout cas de programmes qui visent à mettre en place une coopération avec l'Afrique ou entre certaines régions d'Europe. C'est quelque chose de très important, je pense que c'est toujours pas assez. Mais en tant que jeune, on doit accepter, je pense qu'on doit avoir l'audace de vouloir sortir des frontières et d'aller à la rencontre des autres cultures. C'est par cela aussi que l'idée d'un monde globalisé plus juste passera. Alors, je ne vais pas m'éterniser beaucoup plus sur le sujet parce que je pense que c'est essentiellement répondre aux questions qui sera intéressant aujourd'hui. Mais c'est vraiment cet appel-là que nous, on essaye de lancer. Je vous dirais qu'en tant que jeune Européen, parfois, on n'est pas conscient de la chance qu'on a, ça c'est sûr, parce que nous, on est né dans le monde, dans un contexte un peu luxueux par rapport à d'autres régions d'Europe. Et il y a une bonne part de sensibilisation qui doit être faite sur ce qui se déroule au-delà des frontières. C'est pas toujours facile. Il y a une situation qui est parfois de ne pas vouloir voir ce qui se passe au-delà de l'Europe ou parfois même au-delà de son propre État. Et je pense qu'il faut bien conscientiser les gens, et le congrès ici est un très bon exemple, et qu'il faut inviter les jeunes à pleinement prendre part justement à cette émergence des pays qui, pour l'instant, des régions du monde, qui pour l'instant ne sont pas dans la meilleure situation pour prendre part au monde globalisé. Et en cela, j'espère que l'on pourra aujourd'hui trouver des pistes intéressantes encore. Merci. Merci Véronique. Je ne sais pas si on m'entend bien là. Oui. Bonjour à tous et puis merci d'être là. Merci également à l'association d'avoir organisé ce débat et de m'avoir invité également. Je me retrouve à parler en dernière position. Comme souvent on a dû l'entendre, ça a un avantage, c'est qu'il n'y a plus grand-chose à dire après. Au début, en fait, je me suis demandé, mais
Pourquoi en fait est-ce qu'on m'invite à ce débat ? Contrairement à mes camarades ici présents sur la table, je n'ai pas de spécialité dans le domaine économique et mes idées sur la mondialisation et la politique ne sont pas forcément toujours similaires à ce qu'ils ont pu présenter. Et puis en fait, on m'a dit, mais oui, tu es là en tant que présidente du CIGEF. Donc le CIGEF, comme ça a été présenté en fait au début par Véronique, je ne vais pas trop m'attarder sur sa présentation. Donc c'est juste en fait un conseil qui regroupe des organisations de jeunes issus de pays francophones. Et l'objectif, c'est de faciliter en fait les échanges entre les jeunes francophones et de leur permettre de collaborer, de travailler ensemble sur des projets communs. Donc, en faisant en fait la description du CIGEF, j'ai réalisé que finalement, oui, je pouvais être là, que je pouvais parler non pas pour les jeunes francophones ou en leur nom, mais en tant que jeune d'abord, et puis jeune francophone, et jeune francophone qui habite à une époque où, effectivement, la mondialisation est en marche. En fait, à travers les activités et les échanges qu'on peut avoir lors d'événements comme le congrès, comme un congrès, comme des séminaires, on se rend compte, après ça peut être une interprétation personnelle, qu'on est quand même tous conscients, et tout jeune ici est conscient que la mondialisation, elle est là, qu'elle est inévitable, et que ce serait presque, j'ai envie de dire, ridicule de vouloir revenir en arrière, parce que c'est impossible, et puis on est quand même dans un contexte où comme l'avait démontré Guillaume tout à l'heure, il y a certes des paradoxes, mais il y a quand même des points positifs qui nous conviennent et qui conviennent aussi à notre vision du monde et de la vie moderne. Cependant, je crois que majoritairement, les jeunes cherchent non pas à revenir en arrière, mais simplement à améliorer cette mondialisation par des actions concrètes. Face, par exemple, à cette crainte de perdre son identité culturelle, face aussi à ce gros marché, quand même, qui soumettent des petits agriculteurs à cette inégalité, en fait, économique entre les continents, par création d'une association, d'une entreprise dans le cadre du commerce équitable. Donc voilà, ce sont vraiment plus des projets d'action concrets visant à améliorer les conditions de la mondialisation qui, à mon sens, illustrent la mondialisation vue par les jeunes. Et donc la mondialisation vue par les jeunes, c'est à mon sens aussi ce que vous pensez en fait de la mondialisation. Pour moi, l'intérêt d'être ici, c'est surtout d'entendre aussi ce que vous avez à dire et d'échanger entre nous principalement. Donc, c'est pour ça que mon discours aussi, il va être très très court. Et il est très court, c'est pour permettre d'avoir suffisamment de temps et de laisser du temps pour l'échange en fait. Donc merci. Merci beaucoup. Alors peut-être pour commencer, on avait dit que nos panélistes interviendraient réagiraient très brièvement aux interventions des autres pour lancer le débat ensuite. Alors j'inviterais peut-être Guillaume à réagir en premier sur les interventions des autres brièvement. Très, très, très brièvement, parce que je souhaite véritablement avoir des questions, mais il est très clair que il y a une chose qui m'a marqué. Il n'y a personne qui remet en question cette chose qui existe. Je reprends tes mots, Anna, immuable. La mondialisation, c'est très clair. Pas parfaite nécessairement, mais c'est probablement le legs, la marque de commerce qui appartient à notre génération. Ce qui fait qu'on part avec ça. C'est ce qu'il y a dans le dossier de départ. J'ai beaucoup aimé, Arnaud, le vocable que tu as utilisé, liberté d'entreprendre. On entend beaucoup plus en Amérique liberté d'entreprise, mais liberté d'entreprendre pour des jeunes, dans le cadre de la mondialisation, c'est pas seulement de créer une entreprise ou de vouloir nécessairement créer un nouveau canal de direction des profits, mais liberté d'entreprendre, que ce soit une ONG, que ce soit une organisation, que ce soit entreprendre une campagne pour ou contre quelque chose. Je trouve que ça reprend beaucoup mieux le sens de la dédication et l'opportunité que la mondialisation peut nous donner. Et bien sûr, comme Jérôme l'a si bien noté, l'Afrique est probablement la dette collective qu'on a tous, ou l'hypothèque collective qui nous appartient à tous,
qui devient un problème pas seulement continental, mais global dans ce cadre-là. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, effectivement, j'apprécie aussi d'abord notre vision commune d'avoir une mondialisation qui n'exclut personne, les libéraux comme ceux qui ne sont pas libéraux. Je dois préciser que je suis pour le libre-échange, la libre entreprise, mais il est très important de rappeler que nous sommes dans un système où, si l'objectif est gagnant, l'objectif du système est gagnant-gagnant pour tous ceux qui y participent, il faut que les règles du jeu à la base soient équitables. Et j'ai donné des exemples très clairs et très simples. Avant de donner de l'aide aux Africains, payer le juste prix de leur production. C'est tout simple. Quand on parle de nos dirigeants, mais je me désolidarise totalement des dictateurs en Afrique. Je ne supporte aucunement leur manière de gouverner, loin de là. Et je pense que la plupart des jeunes Africains reconnaîtront ça avec moi. Ce n'est pas forcément des dirigeants que nous voulons. À la limite, on se demande si ce ne sont pas des dirigeants imposés, parce que quand il y a des élections dans les pays africains, qui a plus de moyens pour financer et qui finance ces candidats dictateurs? C'est la même chose dans tous les pays. C'est les entreprises qui ont les moyens pour financer des élections. Et à ce que je sache, les entreprises les plus riches en ce moment sont les multinationales qui sont installées dans les pays. On est alors à se demander si on ne nous impose même pas nos dirigeants, puisque nous ne sommes pas à mesure de compétir pour élire les candidats que nous voulons. Quand on parle de corruption, oui, nos dirigeants sont corrompus. Mais souvent, on se demande qui est le corrupteur. Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Qui est le corrupteur? Je pense qu'il est aussi condamnable que le corrompu. Quand on parle des guerres civiles qu'il y a en Afrique, je vais être très bref, je vais essayer d'être très bref. Quand on parle des guerres civiles en Afrique, si vous suivez bien l'actualité, il y a toujours des embargos contre les pays qui sont en guerre. Mais les armes circulent toujours. Mais à ce que je sache, ce n'est pas à tous les coins de rue qu'on fabrique des armes en Afrique. Hein. Ça vient d'ailleurs. Alors, comment cet embargo est-il appliqué? Donc, c'est autant d'inquiétudes qui suscitent, que nous avons nécessairement obligation de mettre sur la table. Oui, nous apprécions la coopération avec l'Union européenne. Nous sommes contents de savoir que l'Union européenne se préoccupe des populations africaines. Mais encore faut-il moraliser les multinationales qui sont en Afrique, assainir la coopération. Voilà là autant de questions sur lesquelles on peut continuer à échanger. Merci. Je suis certaine que ça va stimuler beaucoup de questions et de débats dans la salle tout à l'heure. Arnaud? Oui. Je ne suis pas représentant de l'Union européenne. Je le dis d'emblée. Oui. Moi, je suis en tant que jeune militant en politique en Belgique et sur la scène européenne, je suis très critique par rapport à l'Union européenne, je vous le dis très clairement, et par rapport aux États-Unis aussi, notamment sur le protectionnisme qui existe. Oui, en Europe, on a un marché commun qui permet, hors taxe, de faire du commerce. Une fois qu'on sort de cette frontière-là, on a clairement des mesures protectionnistes qui existent toujours et qui posent des problèmes à qui en premier lieu? Aux pays qui en sont extérieurs. Et donc, un gros producteur qui serait l'Afrique est pleinement préjudicié sur les marchandises, sur le travail, sur l'effort qu'il fait par rapport aux pays européens. Et il y a un déséquilibre, et je l'ai dit tantôt, qui doit pouvoir être supprimé, nivelé progressivement pour qu'il y ait que les différentes régions du monde soient sur un pied, soit sur le même pied pour pouvoir commercer ensemble. Maintenant, je vous dirais une chose. La politique agricole commune, si on pouvait la supprimer, je la supprimerais. Je suis sûr que tu dirais la même chose si on avait la possibilité de se prononcer sur le sujet. Je pense cependant que les multinationales ou les concessions qui sont données ou qui sont imposées à des pays africains, eh bien on le fait tout simplement parce que certains pays d'Afrique ont le couteau sur la gorge. Pour pouvoir répondre aux besoins sanitaires, d'éducation, aux besoins parfois militaires de certains pays,
ils sont prêts à, j'ai envie de dire, vendre leur âme au diable pour avoir des liquidités rapidement. Et l'Union européenne essaie d'être là quand même pour contribuer, pour essayer d'alléger le fardeau financier auquel doivent faire face les pays d'Afrique, mais il est vrai qu'il y a des conditions qui sont mises, qui sont celles, pas de soutien aux dirigeants dictatoriaux en Afrique. Je pense qu'il y a une époque où, effectivement, on a pu en installer quelques-uns. Je vous dirais honnêtement que c'est tout à fait possible. Je n'ai absolument pas étudié le sujet et ça ne m'étonnerait pas. Je pense que maintenant, l'idée principale est de tendre à une démocratie dans la plupart des pays d'Afrique, également dans les pays du Moyen-Orient, dans le bassin méditerranéen, pour que, eh bien, on puisse déjà s'assurer que les aides qui sont versées eh bien, aillent directement à la population, premièrement. Deuxièmement, pour que l'on sache que des politiques sociales et sociétales seront prises dans ces pays réellement. L'Union européenne ne se contente plus en cela de promesses qui sont formulées par des chefs d'État qui n'ont pas la légitimité démocratique qu'ont d'autres pays. Donc là, je pense qu'on effectivement, c'est un principe qu'on pose, qu'il faut vouloir aller vers une démocratisation pour pouvoir bénéficier un peu de la coopération européenne. Et je pense qu'il n'y a aucun pays vraiment qui s'y refuse en tant que tel. Je pense cependant que le processus est quand même très lent. Quand je vois le cas que je connais le mieux, celui de la République démocratique du Congo, eh bien, il est vrai que certaines tensions en interne font que parfois le travail qui a été accompli, les avancées qui ont été faites par la population, par les dirigeants, lors de différents sommets sont parfois réduits à néant en une seule semaine, et c'est décourageant. Je pense cependant qu'il faut continuer en ce sens-là, mais il est utopique de dire que l'on peut financièrement aider l'Afrique sans veiller à ce qu'il y ait des instances démocratiques qui existent dans ce continent-là, parce que même si on enlève les multinationales, et je pense que c'est pas les enlever qu'il faut faire, c'est qu'elles puissent fonctionner dans un état de droit, qu'elles puissent créer de l'emploi en Afrique également. Je pense qu'il faut travailler main dans la main vers la démocratisation à ce niveau-là. Et je vous dirais qu'il faut faire attention au niveau européen aussi. Et ça, c'est un coup de gueule que... Je ne sais pas si on dit coup de gueule ici. Que personnellement, moi, j'ai envie de faire ici. C'est il faut maintenant respecter la parole qu'on a donnée. Je prends l'exemple de la Palestine. Il y a eu des élections démocratiques que l'Union européenne a revendiquées, a encadré, a financé, et puis l'Union européenne n'a pas été satisfaite du résultat final des élections, parce que le parti qu'on avait espéré voir gagner les élections, eh bien, n'a pas remporté les élections, et du coup, eh bien, on a supprimé tout financement, toute coopération. Non, je pense qu'il faut là jouer le jeu, et ne pas montrer aux populations qu'on est des beaux parleurs, et que si on prend un engagement, si on demande qu'il y ait des élections démocratiques qui se déroulent dans un pays, eh bien, quel que soit le résultat, j'ai envie de dire, on a le droit de faire des erreurs lorsqu'on est un pays qui découvre la démocratie, ou qui découvre une démocratie peut-être un peu plus... ou une nouvelle forme de démocratie. Bien, je pense qu'on peut faire des erreurs et qu'il ne faut pas commencer à déguerpir tel que l'Union européenne l'a fait en Palestine. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Anna, en terminant? En terminant, je pense que là, on est tous d'accord ici pour dire que bon, c'est plus un problème d'équilibre, de balance, en fait. Et j'aimerais quand même rentrer dans le vif du sujet en me permettant de poser une question. Suite à la présentation de Jérôme, j'aimerais comprendre un peu le raisonnement que tu as eu en citant un paradoxe concernant en fait le choix. Avoir plus de choix, c'était avoir plus de pouvoir. Et moi, je l'interprète de cette manière. Avoir plus de choix de consommation, c'est donc avoir plus de choix, c'est avoir un plus grand pouvoir d'achat. Et j'aimerais comprendre en quoi est-ce que ça engendre une certaine liberté. Puisque avoir le choix, certes, c'est une liberté, mais quand ici, il s'agit uniquement de la liberté de pouvoir acheter quelque chose, pour moi, ce n'est pas l'unique liberté dont l'être humain a besoin. Il y a aussi la liberté de se déplacer, qui est quand même un droit fondamental. Et on sait aujourd'hui à quel point c'est problématique pour
beaucoup d'êtres humains sur la planète. C'est aussi, comme vous l'avez cité, Jérôme et Arnaud, le choix et la possibilité de mettre en place librement, de choisir librement son autorité gouvernementale et politique. Donc peut-être que j'ai mal compris en fait ton raisonnement, mais j'aimerais, si possible, que tu m'éclaires un peu là-dessus. Merci. Moi, c'est Koné Fatimata du Burkina Faso. Et je suis vraiment contente d'être en face de leaders de jeunes venant du monde entier. Mais ma question s'adresse principalement aux représentants de l'Union européenne et de l'Afrique. Parce que là, l'une des questions de la mondialisation qui a soulevé beaucoup d'encre et de salive, c'est bien évidemment la question des accords de partenariat économique qui sont présentement en négociation entre l'Union européenne et les pays ACP. J'aimerais savoir, et j'aimerais demander aux représentants de l'Union européenne, est-ce que vous pensez que ces accords seront un obstacle ou une opportunité pour le développement de l'Afrique? Et cette question s'adresse bien évidemment aux représentants de l'Afrique. Merci. Excusez-nous, on se bat avec mon collègue, juste derrière moi. Philippe Arrojo, je suis vice-président en communication à l'Allier. Donc, c'est mon collègue ici présent qui vous parle de ses expériences. Je suis également étudiant en administration, donc c'est pour ça qu'il y a un de mes points, ça va se ramener beaucoup au commerce international aussi. La Chine est justement un exemple d'un pays du Sud, et le Brésil aussi, qui est devenu maintenant plus un pays du Nord qu'un pays du Sud, par leurs lois. Et donc, est-ce que justement, il ne devrait pas y avoir aussi une éducation, une éthique à refaire dans tous les pays du Sud, pour qu'ils puissent respecter aussi leurs propres engagements et ainsi arriver dans leurs exemples à ceux du Brésil ou de la Chine? Voilà. Merci. Je suis Serge Tcha, je fais un MBA ici en gestion internationale et par ailleurs, je suis le directeur du laboratoire public de l'Allier. Est-ce que ce n'est pas une limite par rapport au paradoxe que Guillaume évoquait, riche versus pauvre? Je veux dire, les États-Unis et le Canada, c'est le conflit qu'il y a eu au niveau du bois d'œuvre. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas des limites à la mondialisation, en ce sens que les riches continueront toujours afin d'imposer leur puissance? Voilà, merci, j'ai fait ça court. Je vais inviter les conférenciers à répondre. Évidemment, ce bloc de questions-là, je le sens, était très, très, très axé sur l'aspect économique. On sent aussi qu'il y a de l'éthique et on parle des paradoxes, mais je vais vous inviter à répondre aux questions aussi, évidemment, en faisant un lien avec les jeunes et le rôle que les jeunes peuvent avoir dans ces enjeux-là. Qui veut parler en premier? Je pense qu'il est mieux placé. Je vais commencer. Sur les je vous avoue que je ne connais pas forcément dans les détails les accords avec les pays ACP et les accords économiques qui sont en train d'être négociés par l'Union européenne. Et là, éventuellement, si un autre panéliste peut éclairer un peu plus ma réflexion, qu'il y soit invité. Je dirais que, et je l'ai dit tantôt, il est réellement important, et en cela je répondrai à 2-3 autres questions, que l'Union européenne, en fait, que toute puissance économique actuellement qui crée de la richesse grâce au système, grâce à l'économie de marché, grâce au monde globalisé, parce que forcément les pays actuellement importent beaucoup et ils créent de la richesse comme cela. Je pense qu'il est très important de dénoncer en tant que jeune, en tant que citoyen du monde, les régions du globe qui continuent à se protéger par rapport aux autres pays qui sont en voie de développement. Le cas de l'Afrique, le cas de la Chine par exemple, est aussi très éclairant. On a actuellement des taxes à l'importation au sein de l'Union européenne qui sont très élevées et qui empêchent tout simplement le moindre produit réalisé en Afrique d'entrer sur le sol européen, parce qu'on peut le trouver bien moins cher ailleurs, sauf si vraiment il y a une exclusivité à ce niveau-là. Et cela pose 2 problèmes importants. C'est que l'Afrique est un pays qui a énormément de ressources, on l'a dit. Elle ne peut pas exploiter ses ressources. Si elle exploite ces ressources-là, elle l'aura de toute façon produit avec un tarif, un coût global qui sera beaucoup plus augmenté si elle veut avoir accès au marché européen. Donc là, je pense qu'il faut être très clair en tant que jeune Européen de dire
il faut s'opposer à ce que l'Union européenne ait une politique protectionniste par rapport aux autres régions du monde. Et j'adopterai la même politique par rapport à la même réflexion par rapport à la Chine. La Chine, effectivement, a une croissance très importante. Elle a cependant un PIB extrêmement bas et je pense qu'il lui faut encore 50 ans avec le même taux de croissance pour atteindre le niveau européen. Ça découle de quoi? Tout simplement du nombre d'habitants qu'elle comporte. Effectivement, il y a une implosion de l'économie chinoise. De plus en plus, on constate que les pays tels que l'Union européenne ou les États-Unis vont de plus en plus mettre des taxes sur les produits fabriqués en Chine. De nouveau, là, moi, je pense que ce n'est pas la bonne méthode à adopter. Je pense qu'on peut limiter l'importation de produits étrangers, mais plus sur, et on l'a dit tantôt, sur des valeurs éthiques. Je pense que l'Union européenne peut très bien dire eh bien, on donnera un taux d'importation très privilégié à la Chine ou à d'autres pays du monde, à condition que des minimums sociaux soient respectés dans la production des biens qui sont réalisés. Si, au niveau de l'Union européenne, on sanctionne des États qui ne respectent pas des minima sociaux qui existent et que l'on sanctionne les entreprises, eh bien, il faut avoir le courage d'avoir la même politique en dehors de l'Union européenne par rapport à des États, même par rapport à la Chine, qui détient la dette de nombreux pays industrialisés. Il faut avoir le courage de poser les mêmes critères. Vous pouvez bien évidemment importer au sein de l'Union européenne, au sein des États-Unis, avec un taux avantageux, mais on vous demande de respecter les minima sociaux. Le cas de la Chine est éclairant, bien évidemment. Le cas de l'Afrique, ce sera la même chose. Les travailleurs qui travaillent dans les multinationales actuellement travaillent dans des conditions qui sont quasiment inhumaines. Donc voilà. Maintenant, sur les accords ACP, j'avoue ne pas trop connaître le sujet, donc je ne vais pas forcément m'aventurer sur la question. Mais rappelez ce que j'ai dit tantôt, il est important que dans la coopération qu'on a avec l'Afrique, on joue le jeu d'aider économiquement l'Afrique, mais il faut être là en renfort pour avoir une Afrique politique qui puisse être à la hauteur de l'Union européenne et qui puisse dialoguer, défendre les habitants d'Afrique, défendre l'ensemble des pays d'Afrique, bien mieux que ce n'est le cas actuellement. Ok. Alors, la question de Monsieur Philippe, bien sûr, je reconnais avec lui que l'éducation sur l'éthique est bien évidemment une question qui doit préoccuper tous les pays, et pas forcément les pays développés, mais aussi les pays en développement, parce que c'est à la limite les mêmes acteurs que nous avons en face de nous. Ce sont les gouvernants qui discutent ensemble à l'OMC et qui discutent à l'ONU, et ce sont les mêmes multinationales qu'on a ici comme dans les pays en développement. Donc ça implique nécessairement que cette éthique soit partagée dans tous les pays. Et pour la question de M. Serge, je n'ai pas très bien saisi sa question. Je ne sais pas si c'était une question ou une intervention, mais je veux reconnaître avec lui que oui, l'Afrique est riche, mais non, les Africains ne sont pas riches parce qu'ils ne profitent pas effectivement de leur richesse. Alors, pour la première question relative aux accords ACP, effectivement, cet accord en négociation préoccupe tous les Africains dans la mesure où, à la limite, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau dans le système d'échange qui va à l'encontre des intérêts européens. Il n'y a rien de nouveau. C'est toujours à l'avantage des Européens dans la mesure où, d'abord, les négociations ne se passent pas toujours dans des conditions qui permettent aux Africains d'avoir une part égale. Bien sûr, il relève notre responsabilité de parer à ce problème. Et le problème est tout simple. Les négociateurs africains ne sont pas toujours les plus compétents dans ce genre de négociations. Quand vous assistez à ce genre de négociations, l'Union européenne envoie des spécialistes de tous les domaines pour les négociations, alors que les Africains, peut-être, il y a des pays qui ont de la difficulté à envoyer des représentants. Ça devient compliqué. Et bien sûr, de ce côté, je pense qu'on doit assumer notre responsabilité. Les Africains doivent assumer leur responsabilité d'envoyer des bons négociateurs. Et c'est pareil pour les négociations avec les États-Unis sur l'AGOA. Et ces négociations, bien sûr, sont terminées et l'AGOA est en place. Beaucoup d'Africains vont bénéficier de millions de dollars des États-Unis, mais la question reste la même. Est-ce que véritablement, en définitive, les Africains profitent de ce partenariat qui permet, bien sûr, d'avoir de la manne, des dollars pour
développer les infrastructures, mais quand on pense que tous ces millions qui sont donnés, on exige que toutes les importations viennent des États-Unis, ça remet en cause la finalité de servir au développement. Je vais laisser mes collègues aussi apporter leur point de vue par rapport à cette question. Merci, Anna. Guillaume? Rapidement, d'abord, sur l'exemple de la Chine et sur leur approche plutôt flexible sur les règles d'éthique ou encore le respect des règles commerciales. Et ensuite, je vais revenir sur un point qu'Arnaud a mentionné et répondre à la question d'Anna. Sur la Chine, d'abord un commentaire, c'est vrai qu'ils ont une progression absolument impressionnante. Et le fait qu'ils ont construit, je ne vois pas la personne qui a posé la question, le fait qu'ils ont construit des installations olympiques impressionnantes, c'est certainement un bon exemple de ça. Je ne sais pas comment ils ont fait pour faire de la piscine avec de l'eau plus rapide, mais ils n'arrêtent pas de battre des records un après l'autre. Mais ils font relativement bien ça. Mais le respect des règles, c'est là où je pense qu'il faut prendre un peu de recul et de regarder seulement la Chine et son comportement, c'est d'oublier que c'est le jeu de tout le monde. C'est d'ailleurs humain. Dans les règles commerciales, c'est toujours la même chose. C'est comment est-ce que je peux, le plus possible, ouvrir le marché de l'autre pour mes produits, tout en permettant le plus possible de restreindre l'accès aux miens. Et là, ben, le gagnant, c'est celui qui réussit à étirer au maximum la flexibilité de la règle pour entrer dans l'autre marché et trouver toutes sortes de nouvelles manières de fermer notre marché à nous. Et tous les pays font ça. C'est aujourd'hui la manière, je dirais, l'éthos de la manière dont on négocie les accords commerciaux, et ce sera toujours comme ça. Par contre, on progresse. Et c'est un processus qui est lent, mais c'est un processus qui est vers l'avant. La Chine est beaucoup plus ouverte qu'hier, encore plus qu'avant-hier et moins que demain. Et on voit ça aussi. Quelqu'un a mentionné le cas des États-Unis et du bois d'œuvre. C'est vrai que, à mon avis, et l'avis de plusieurs cours, les États-Unis trichent l'accord de libre-échange nord-américain en levant des tarifs sur le bois canadien qui entre aux États-Unis. Ceci étant, et c'est là probablement l'exemple suprême pourquoi un accord de commerce international est mieux que ne pas en avoir lorsqu'on gère entre des réalités politiques qui ne se comparent pas. Le poids politique du gouvernement canadien n'est pas du tout le poids politique du Congrès américain. Donc, le bois d'œuvre est un problème majeur. Moi, je viens d'une région au Québec où c'est un problème criant. Par contre, dans la relation globale Canada-États-Unis au niveau commercial, c'est quelques centaines de millions de dollars par année, par rapport à une relation commerciale de 2,1 milliards de dollars par jour. Et c'est là le génie de l'ALENA. Et c'est le génie de Brian Mulroney, le premier ministre du Canada à l'époque, qui l'avait négocié, en disant « Je veux avoir un tribunal exécutoire d'ALENA qui va être au-dessus des règles politiques. » Sachant très bien que rien n'est parfait, mais qu'un accord commercial qui est laissé à lui-même sur le seul rapport de force des deux joueurs politiques en place va toujours pencher pour celui qui est le plus lourd. Alors l'idée de mettre un tribunal comme l'OMC ou comme l'ALENA vient essayer de tempérer cette différence, cette dichotomie dans les poids politiques des joueurs autour de la table. Est-ce que c'est parfait? Absolument pas. Mais c'est beaucoup mieux que s'il n'y en avait pas. Un autre point, juste rapidement sur les minimums sociaux, c'est vrai que ce serait intéressant. Et encore là, je pense qu'on a un grand exercice de discussion avec notre miroir collectif, parce que si on décide que traiter avec la Chine, de par leur approche sur encore les droits humains ou le travail ou les règles d'éthique, qu'en est-il de l'Europe ou des États-Unis, par exemple, qui achètent à grands frais le pétrole, qui vient probablement le pire pays sur la planète en termes de droits et de respect des droits, qu'est l'Arabie saoudite. Et l'Europe n'est pas sortie de l'auberge non plus, parce que son client à lui, c'est un autre client merveilleux sur la liste des cartes de Noël de tous les pays du monde, qui est l'Iran. Le pétrole iranien s'en va en Europe. Donc, on a probablement tous un exercice de regard dans le miroir à faire. Et il n'y a pas d'un seul méchant à mettre au tribunal des accusés. Deux choses qui ont été mentionnées rapidement sur la Palestine et le fait qu'on n'a pas reconnu où on a arrêté de traiter avec le gouvernement palestinien démocratiquement élu. La première chose, et je vous en parle parce que j'étais sur place, j'étais en janvier 2006 dans les rues de Ramallah, j'étais observateur lorsque le Hamas a gagné l'élection, et moi j'ai vu qu'ils ont été élus démocratiquement dans une élection libre et démocratique,
Les Américains ont vu ça et ils l'ont dit. Les Européens ont vu ça et ils l'ont dit. La communauté internationale a reconnu qu'ils ont été élus démocratiquement. Mais ce n'est pas la seule règle qui s'applique. Ce n'est pas parce que vous êtes élu démocratiquement qu'on doit nécessairement traiter avec vous. Et si on vient juste de dire qu'on est prêt à mettre des barrières sur est-ce qu'on va traiter avec vous, oui ou non, sur la manière dont vous traitez vos citoyens, sur la manière dont vous respectez les règles d'éthique, sûrement que de financer ou d'accepter ou de ne pas condamner le terrorisme pourrait compter dans ces règles-là également. Et c'était le cas du Hamas. Et en terminant, pour répondre à Anna sur est-ce que plus de choix veut dire plus de pouvoir, je maintiens, à tout le moins, Napoléon avait dit, si vous avez tort, persévérez, ça vous donnera raison. Alors, je maintiens ce que j'ai dit, mais avec des arguments quand même. C'est pas seulement la consommation, mais c'est aussi beaucoup la consommation. Plus de choix, ça veut dire plus de concurrence. Ça veut dire, quelque part, soit plus de choix pour vous, une meilleure qualité de produit que vous achèterez, ou encore acheter ces biens-là à des prix moindres, ce qui augmentera votre qualité de vie au général. Plus de choix aussi, ça veut dire que vous pouvez décider de rendre politique vos achats. Vous pouvez décider d'acheter un produit qui vient de tel pays plutôt qu'un autre. C'est un geste politique plus fort que celui de voter. Plus de choix aussi, c'est plus de choix dans l'information. Et ça, on oublie souvent ça. L'information, c'est le pouvoir ultime. La mondialisation donne plus de choix, me donne à moi, citoyen, même dans un pays très reculé, habituellement plus de capacité d'avoir accès à des sources d'informations différentes. Et plus d'informations, plus de choix veut dire plus de liberté, plus de capacité de se faire une idée, plus de capacité d'agir pour améliorer son sort. Et l'ultime chose avec la mondialisation, c'est pas toujours nécessairement facile, mais c'est plus que c'était hier, c'est la capacité de voter avec ses pieds. Et ça, c'est l'ultime pouvoir. C'est que si ça ne fait pas ici, moi, j'ai le droit d'aller tenter ma chance ailleurs. Et ça crée un débalancement qui finit par avoir une influence énorme. Voilà. Merci beaucoup. Alors, en répondant aux dernières interventions, je vais vous demander de conclure du coup pour qu'on puisse... Bien, parfait. Je vais essayer de faire ça très, très brièvement. Puis je sais que je ne pourrais pas couvrir l'ensemble de l'éventail des choses qui ont été soulevées. La première chose sur la gouvernance, très rapidement, lorsqu'on parle des problèmes de gouvernance, ce sont des choses qui veulent dire, qui ont des significations très différentes dépendamment où on est. Lorsqu'on parle de la gouvernance en Amérique du Nord, par exemple, c'est beaucoup plus comment est-ce qu'on va être imputable face à l'autorité de gouvernement qu'on a eue, ou encore comment est-ce qu'on va réussir à consulter ou à modeler, des politiques publiques au meilleur des besoins des citoyens qui vont devoir en profiter, à l'utilisateur, si on veut. Lorsqu'on arrive en Europe, souvent, lorsqu'on parle de gouvernance, c'est beaucoup plus comment est-ce qu'on consulte la population. Mais là où moi je pense que c'est le plus important, ou là où je pense que ça veut dire le plus, c'est dans le cas africain, par exemple, lorsqu'on parle de la gouvernance, ou même asiatique, de plusieurs régimes sud-américains. Le problème, c'est pas nécessairement qu'ils sont élus démocratiquement, parce qu'à la limite, gagnent. Je veux dire, le président russe a été réélu, il n'y avait pas beaucoup d'autres candidats sur le bulletin, là. Par contre, comment est-ce qu'on est honnête dans notre gestion des fonds, ça c'est majeur. Le problème majeur de la gouvernance, par contre, c'est que ça ne s'apprend pas à l'école. C'est exactement comme la corruption. C'est quelque chose qui est incroyablement culturel. Et c'est des cultures qui évoluent tranquillement. Vous savez, on se targue de nos régimes extraordinairement démocratiques au Québec. Il y a 50 ans, vous pouviez acheter des votes. On a évolué. Ça prend du temps. Mais ça ne s'exporte pas, la démocratie instantanée. C'est pas comme de la soupe Lipton. Ceci étant, ça, c'est un emploi majeur. Et c'est souvent le problème. Lorsqu'on fait quelque chose pour aider, on veut des résultats maintenant. C'est humain, ça. Décider d'exporter de la gouvernance, ça veut dire s'engager pour 2, 3, 4 générations. Et ça, c'est le grand paradoxe de l'aide internationale. Une intervention rapide sur le deuxième intervenant. Schopenhauer serait très fier de vous. Je pense que vous avez détourné certaines réalités, à mon avis. Vous avez dit que la mondialisation est toujours mauvaise. Ben, je pense que c'est à peu près comme si vous me disiez que l'économie, c'est mal. L'économie, c'est pas à droite, c'est pas à gauche, c'est le fait d'échanger quelque chose en échange d'un bien. C'est du troc. Alors, la mondialisation, c'est que le fait que les peuples se rapprochent. Alors, si c'est foncièrement mal, bien, l'Empire romain a construit des routes à travers son empire pour que le commerce puisse et que les citoyens puissent voyager davantage. Christophe Colomb est venu ici parce qu'il voulait découvrir d'autres choses. On est en train d'explorer l'espace parce que c'est dans notre nature humaine de vouloir essayer de se rapprocher de ce qu'il y a ailleurs, de vouloir essayer d'explorer nos horizons. C'est ça, la mondialisation. Est-ce que c'est foncièrement mal? Non. Mais est-ce que la nature humaine est foncièrement mauvaise? Probablement pas.
Mais où est-ce qu'il y a de l'homme? Il y a de l'hommerie. C'est perfectible. Une autre chose que je veux mentionner encore, parce qu'on l'a mentionné, et je pense que c'est difficilement acceptable sans faire un commentaire, lorsqu'on parle de l'élection démocratique du Hamas, je reviens là-dessus. Gagner une élection, c'est une chose. La gagner démocratiquement, c'est super. Mais ça n'ouvre pas toutes les portes du club des grands au niveau international. C'est pas parce que vous êtes élu démocratiquement que votre peuple souffre pas. C'est pas parce que vous êtes élu démocratiquement que vous avez le droit de subventionner n'importe quel groupe. C'est pas parce que vous êtes élu démocratiquement que vous avez le droit de dire que le terrorisme, c'est correct. C'est la première étape. Le club, ça prend d'autres choses sur sa carte de membre. Dernièrement, en concluant, sur qu'est-ce qui est plus puissant, le droit de vote ou le pouvoir d'achat? Quel beau paradoxe qui m'oblige à être dans le camp des méchants. C'est pas un et l'autre, c'est un plus l'autre. Et ce qui est intéressant avec le pouvoir d'achat, c'est qu'au contraire du droit de vote, vous pouvez l'exercer une fois par 4 ans, à peu près. Combien d'entre vous seraient heureux, à main levée, combien d'entre vous seraient heureux de voir Barack Obama être élu président américain? Je m'en doutais un peu, une écrasante majorité. Savez-vous, ça n'a aucun impact sur l'élection américaine. Merci, bonsoir. Votre pouvoir d'achat dépasse les frontières de votre propre gouvernement. Lorsque vous achetez quelque chose, vous envoyez un message politique qui est vrai chez vous, puis qui peut être vrai quelque part ailleurs où ils ont des graves problèmes, et vous n'avez aucun moyen démocratique d'avoir un impact. C'est ça que je voulais dire. C'est pas un ou l'autre, c'est un plus l'autre. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Qui veut poursuivre? Arnaud, oui? Alors, j'ai une bonne nouvelle pour notre ami altermondialiste. Moi aussi, je suis altermondialiste. Non, mais je pense quand même avoir été un minimum critique par rapport, en tout cas par rapport à la région d'où je provenais. Je pense que l'Union européenne a sa part de responsabilité, je l'ai dit, dans l'évolution de la mondialisation, dans l'évolution du sort de l'Afrique. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être réformées pour améliorer les choses. J'ai parlé de suppression de politique agricole commune. J'ai parlé de meilleurs accords d'échange au niveau des taux d'importation des produits qui sont produits en Afrique ou ailleurs dans le monde. Donc je pense que je n'ai pas eu le discours qu'on entend habituellement de la part de responsables européens et en cela avoir été un minimum critique et universitaire. Moi, je vois la mondialisation en tant que telle, je la vois. Elle est présente, bien évidemment, mais je la vois encore plein d'enjeux et plein de réformes nécessaires. On a des organismes économiques qui exercent des compétences sur la globalité du monde. On a l'OMC, qui est un organe très puissant, qui essaie de réguler les marchés au niveau mondial. Je pense que l'un des pas supplémentaires au niveau mondial qu'il faudra attendre, c'est d'essayer d'avoir une autorité politique mondiale, bien plus que celle que ne serait le Conseil de sécurité des Nations Unies, où tout le monde n'est pas présent, où il y a des droits de veto qui sont souvent plus posés par opportunité politique ou économique que de raison. Donc là, je pense que oui, il y a encore beaucoup d'enjeux à la mondialisation. Oui, il y a encore un manque de crédit ou de légitimité démocratique à certaines décisions qui sont prises. Et qu'on pourra aller plus loin dans une démocratie mondiale, mais je pense qu'il faut aller pas à ce niveau-là, et qu'en tant que jeune, eh bien, il faut être ambitieux, demander des réformes et agir pour qu'un jour, éventuellement, cela peut être mis en place. Donc ça, je pense que il faut rester, il ne faut pas être passif par rapport à la mondialisation. Elle est présente, bien évidemment, mais on en est des acteurs. On peut faire des initiatives, on peut, et peut-être plus là qu'en Chine, je dirais. Hein. On peut lancer des associations, on peut lancer des projets, on peut lancer des associations comme toi tu l'as fait qui visent à essayer de rassembler des gens vers des idées de réforme, d'évolution dans un sens ou dans un autre. Et donc là, la mobilisation est importante. Il ne faut pas être passif par rapport à cela. Bon, maintenant, il y a eu par rapport à l'Union européenne, l'Union européenne n'est pas en blocage du tout, je pense. Hein. L'Union européenne, elle a 50 ans et je pense qu'il n'y a aucune institution politique qui a évolué de manière si importante et aussi vite. Et donc si maintenant il y a depuis 2-3 ans des ratés au niveau des traités constitutionnels, je pense que ce n'est pas trop dramatique.
Mais voilà, je pense que l'Union européenne, son enjeu, ce n'est pas sur ces traités sur elle-même qui seront les enjeux de l'avenir de l'Union européenne. Je l'ai dit tantôt, et ça fera partie de ma conclusion, l'enjeu de l'Union européenne, c'est son ouverture au-delà de ses frontières. C'est l'Europe doit veiller, et la jeunesse de l'Europe doit veiller à ce qu'elle ne devienne pas une forteresse, ni économique, ni intellectuelle, ni culturelle. L'Europe doit rester un lieu de brassage des cultures, un lieu où il peut y avoir une immigration, c'est important de le dire, un lieu d'échange des cultures, un lieu également ouvert et en partenariat avec les autres régions du monde, on l'a dit, sur les pays du pourtour méditerranéen et bien évidemment sur les pays d'Afrique, avec une attitude, et je l'ai dit aussi, qui doit être non paternaliste, qui doit être au profit de la population directement et qui doit être fait de manière intelligente afin qu'il y ait une autonomisation de l'Afrique qui puisse être là pour que, eh bien, dans 50 ans peut-être, eh bien, on puisse avoir une autorité et une autorité africaine qui soit en bonne position pour imposer ses vues, pour imposer ses revendications à l'Union européenne, parce qu'elle sera un acteur du marché mondial, parce qu'elle aura des ressources naturelles à vendre et parce qu'on voudra ces ressources. Et je pense que ce sera bien évidemment au profit des citoyens qui vivent en Afrique. Donc ça, je pense que c'est un enjeu de l'Union européenne aussi. Et en fait, je terminerai en disant peut-être une petite réplique par rapport au Hamas. Je pense qu'il y a d'autres partis politiques qui accomplissaient des actes terroristes qui ont été admis à la table de négociation et qui ont pu, je pense à l'Irlande, qui ont pu faire une transition entre une tendance militaire armée vers une tendance plus politique. Moi, je regrette juste qu'on n'ait pas laissé l'opportunité, la possibilité au Hamas d'essayer de faire ses preuves et qu'il évolue peut-être vers quelque chose de moins conflictuel, de moins armé et qu'il abandonne la thèse terroriste. Je pense que ce n'est pas en les mettant de côté qu'on aura une évolution à ce niveau-là et je pense qu'on ne pourra pas les éliminer tel qu'on essaie de le faire maintenant. Le boycott de l'Union européenne à la suite de cette élection n'a eu qu'un effet, il faut se le dire, c'est que ça a renforcé le discours du Hamas, ça a renforcé la tension et la haine que les gens avaient par rapport à l'Union européenne dans la région. Et donc, je pense que c'était tout à fait contre-productif et que ce n'est pas la bonne marge de manœuvre à ce niveau-là. Dernier mot de conclusion, et je le dirai parce que je suis responsable d'une organisation de jeunesse d'étudiants, et je l'ai dit tantôt, la mondialisation, elle est là. Je pense qu'il ne faut pas qu'elle vous pénètre, il faut rester critique par rapport à elle. Le débat d'aujourd'hui est très intéressant et je pense que moi je serai encore là pour discuter avec d'autres s'ils le souhaitent. Il faut pouvoir en profiter un maximum en ce qui vous concerne parce qu'elle permet vraiment des échanges d'idées. Aujourd'hui, j'ai trouvé le débat très enrichissant et c'est notamment un des effets de cette mondialisation, c'est qu'on a pu se rencontrer aujourd'hui. Donc voilà. Restez critique par rapport à elle, mais ne soyez pas trop méfiants non plus, parce qu'elle vous permet beaucoup de choses, elle vous permettra beaucoup de choses à l'avenir, et elle a besoin de la jeunesse, voilà. Merci bien. Mes prédécesseurs ne me permettent pas de parler pendant longtemps. C'est juste pour la dernière question. Non, la première. L'État-nation est-il encore d'actualité? Effectivement, je pense que la question est vraiment d'actualité parce que la mondialisation, c'est aussi, dans une certaine caricature, le remplacement des superpuissances par les supermarchés. C'est là pour dire que désormais, les supermarchés, les grandes multinationales ont une capacité d'influencer dans les politiques nationales des différents pays. Et l'État-nation est encore d'actualité actuellement, tout simplement parce que, que l'on veuille ou pas, ce qui décide en définitive, c'est le gouvernement en place. Mais la question a encore plus d'actualité quand on pense qu'en ce moment, dans tous les pays du monde, la réflexion se passe, quel est l'apport de l'étranger à l'intérieur des différents pays? La réflexion est très ouverte et je vais la laisser ouverte aussi parce que je n'en ai pas la réponse ou je dirais la solution. Et ensuite, comment améliorer la gouvernance municipale, nationale, supranationale? C'est une question difficile à laquelle je ne pourrais pas véritablement répondre dans la mesure où ça implique plusieurs paramètres, mais je reste tout aussi convaincu que
cette réflexion doit être menée à l'intérieur de cette communauté parce que chaque communauté est à mesure de se prendre en charge et chaque communauté est à mesure de décider sur ce qui convient pour son avenir. Et enfin, mon ami burkinabé, si j'ai bien écouté les uns et les autres, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas eu quand même des aspects très critiques. Elle a parlé, par exemple, que la mondialisation ne doit pas être égale à uniformisation, et je pense que c'est tout à fait critique. Et ensuite, quand il a parlé des différents aspects liés à la mondialisation, je comprends bien qu'effectivement, nous sommes allés dans le même sens que la mondialisation, ce n'est pas le pire des choses, et c'est quelque chose de bien. Moi, je le dis parce que je suis convaincu qu'il y a des Burkinabés qui exportent leur coton à l'étranger et qui ont des revenus. Je suis convaincu qu'il y a des altermondialistes qui ont la capacité désormais de communiquer à d'autres altermondialistes dans d'autres parties du monde grâce à Internet. S'ils disent que ce n'est pas bien, je commence à m'inquiéter en définitive, c'est qu'est-ce qu'on veut? C'est là la question, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que la mondialisation nous permet de communiquer mieux? Oui. Et est-ce que la mondialisation permet aux différents pays d'échanger? Oui. Et je pense que c'est tout à fait quelque chose d'intéressant, mais il faut rester très critique. Et moi, je pense avoir été critique. J'ai dit clairement qu'actuellement, le commerce international est biaisé. Et je pense que tout le monde le reconnaît. Et je ne suis même pas sûr que ce sont les altermondialistes qui ont ce dialogue. C'est plutôt les anti-mondialisations qui ont peut-être le message que vous avez voulu faire passer. Peut-être que vous trompez aussi d'exactement sur quelle position vous êtes. Merci. Est-ce que vous pouvez terminer? Ok. Bon, concernant la réflexion sur la diversité en fait, des positions, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit déjà. Simplement, c'est vrai qu'il est toujours regrettable dans ce type de rencontre qu'on n'ait pas suffisamment de temps pour débattre. C'est pour ça que j'aime bien le système de micro-baladeurs, c'est plus sympa. Sinon, pour finir, je dirais que bon, la mondialisation, elle est ce qu'elle est. Il en va quand même de chacun à prendre conscience des réalités de tout le monde, où qu'on se trouve. Et il existe quand même des moyens d'améliorer les conditions et d'améliorer les choses. Simplement, il faut avoir le courage aussi d'aller vers ces moyens. Et là, je crois que je retourne un peu la question à chacun d'entre nous, quoi. Merci.